Bonjour les amis, c'est le riche de labo biomédical qui revient dans ce numéro aujourd'hui pour vous parler de quoi? Pour vous parler de la drépanocytose. Aujourd'hui c'est le 19 juin, donc c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui s'appelle la drépanocytose. Voilà, c'est quoi la drépanocytose? C'est aussi appelé donc anémie falciforme. Donc c'est une maladie génétique donc héréditaire touchant les hématies, donc les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine, donc c'est la principale protéine du globule rouge qui s'assure du transport de l'oxygène dans le sang. Donc c'est très important qu'on puisse parler de cette maladie car elle touche plus de 5 millions, je dis bien 5 millions de personnes dans le monde. Il est très important qu'on puisse parler de ça. Et en Afrique plutôt, surtout en Afrique subsaharienne, plus de 2% donc, des enfants font la drépanocytose. Voilà, si vous voulez tout découvrir sur la drépanocytose, comment pouvoir vivre avec cette maladie, comment faire, quels sont les conseils qu'il faut adopter pour ne pas donc avoir ces problèmes là dans votre vie. Alors sans plus tarder, on se retrouve après ceci. Biologiquement, c'est-à-dire au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une substitution d'un acide aminé de la chaîne bêta donc de l'hémoglobine. Donc cette mutation génétique remplace le glutamate, en position 6 par la valine, donnant donc de l'hémoglobine S. Donc, ce qui favorise dans certaines conditions l'apparition de trois grandes catégories de manifestations cliniques. En fait, l'hémoglobine S, elle est dite de fossile ou de feuille d'acanthe. Donc, quand je parlais de trois manifestations cliniques de cette mutation, donc qui sont variables selon les cas. D'abord, on a une anémie hémolytique chronique, donc avec des épisodes d'aggravation aiguë. Nous avons aussi des complications aiguës donc, qui peuvent notamment revêtir de la forme de crises d'anémie aiguë, de la séquestration splénique, d'infections surtout bactériennes. Nous avons aussi la survenue donc, des accidents des accidents vasculaires de la circulation, c'est-à-dire les AVC, des crises vaso-occlusives comme je l'avais dit. Donc, les symptômes apparaissent, comme on le dit, ces symptômes apparaissent à l'âge de 5 à 6 mois. C'est-à-dire quand un nouveau-né sort, donc est né, il ne peut pas commencer par manifester la maladie parce que donc il est protégé. Donc, et c'est après donc les 2 mois que voilà l'apparition de l'hémoglobine, au niveau de l'hémoglobine de la chaîne bêta, que c'est cette apparition là qui va permettre donc ces mutations qui vont occasionner donc des crises qu'on va constater comme je l'ai dit après 5 ou 6 mois, et c'est à partir de ce moment que la personne va commencer par souffrir. Il faut reconnaître que dans des pays développés, la moyenne d'âge donc de survie d'un patient, d'une personne vivant avec la drépanocytose donc est comprise entre 40 à 60 ans. Je parle bien des pays développés, dans les pays développés. Maintenant, dans les pays en voie de développement, vous voyez que nous avons de fortes taux de décès dus à la drépanocytose à cause donc du manque d'hygiène, parce que comme on l'a dit, les infections bactériennes sont des causes, je peux dire, est la plus grande cause donc de décès des personnes ayant la drépanocytose en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Il faut reconnaître que quand on parle de la drépanocytose, c'est tout simplement parce que nos deux parents portent au moins l'allèle donc le trait drépanocytaire, ou bien un des deux même est drépanocytaire carrément,
Et donc comme je l'ai dit, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie génétique. Et donc, lorsqu'il y a l'accouplement, donc des allèles anormaux vont se croiser et cela va donner la naissance à un enfant qui a vraiment qui est drépanocytaire 100%. Donc il faut retenir que c'est l'allèle S donc qui donne donc la drépanocytose. Voilà. Maintenant, lorsque nous sommes déjà dépistés, nous sommes déjà connus des drépanocytaires, qu'est-ce qui déclenche donc les crises, hein? Les crises aiguës peuvent être déclenchées par des changements de température, hein, des changements de température, ou bien en dehors des changements de température, par un stress. Donc, un simple stress peut occasionner donc la survenue des crises. Il faut aussi noter que la déshydratation est aussi est un facteur très important dans la survenue des crises chez les drépanocytaires, surtout les crises aiguës. La montée en altitude, donc l'altitude élevée, surtout à plus de 1500 mètres, c'est aussi quelque chose qui déclenche donc ces crises-là. La prise en charge consiste tout simplement à prévenir les infections à l'aide donc des vaccins et des antibiotiques. C'est sur ça que est cadrer la prise en charge, assurer la bonne hydratation de l'organisme, traiter les douleurs induites par les crises, tout simplement soit en ajoutant même donc en supplémentation avec les vitamines B9, c'est-à-dire l'acide folique. Et il y a dans certaines conditions, dans certaines circonstances où la transfusion sanguine est très importante parce que quand on regarde les personnes drépanocytaires, le taux d'hémoglobine est compris tout simplement entre 6 à 8 grammes par décilitre. Donc c'est tellement très bas pour une personne pour vivre avec 6 grammes d'hémoglobine, c'est bas. Atteler un peu sur des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques lorsqu'on a la drépanocytose. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour ne pas avoir des complications ou bien pour ne pas faire survenir les crises? Nous savons que la maladie se manifeste plus ou moins sévèrement selon l'environnement, hein, comme je l'ai dit, plus haut, et le temps froid, comme je l'ai dit, la variation de la température ou une manque d'oxygène favorise les complications aiguës, donc notamment les douleurs, les crises douloureuses. Les complications surviennent souvent le plus fréquemment en haute altitude, comme je l'ai dit. Dans les pays en voie de développement, les infections sont les principales causes de décès des enfants, surtout en Afrique tout simplement. Et donc, une bonne hygiène de vie et des réflexes aide à prévenir donc, la survenue de ces crises et leurs complications. Donc, quels sont, comme hygiène de vie, bien mode de vie, bien les réflexes simples à adopter, quels sont ces réflexes? Il faut boire fréquemment de l'eau et rester à l'abri de la forte chaleur, hein, puisque la déshydratation tout simplement déclenche donc les crises et augmente donc la viscosité du sang et c'est ce qui déclenche tout simplement les crises, hein. Il faut éviter de s'enrhumer, le rhume tout simplement, et plus généralement éviter les infections respiratoires, c'est très important. Porter les vêtements amples, les vêtements souples qui ne vous servent pas et éviter les croisements des jambes quand on s'assied, donc c'est très important. Et éviter donc aussi les positions contraignantes comme je l'ai dit, éviter aussi donc l'essoufflement et éviter aussi des plongées sous-marins. Éviter donc d'aller en altitude, si je peux le dire, un drépanocytaire va devoir éviter de voyager en avion, c'est très important, hein. Je ne dis pas de ne pas voyager, mais éviter un avion est un facteur qui peut occasionner donc des crises chez un drépanocytaire. Donc l'altitude à plus de 1500 mètres est un facteur qui peut favoriser
donc la crise. Quel est mon conseil pour vous aujourd'hui? J'ai fait une vidéo pour vous parler des analyses. J'avais parlé de 5 analyses à faire obligatoirement avant le mariage. Et dans cette vidéo, j'avais parlé de l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est ça qui permet de dépister, de voir si vous êtes drépanocytaire ou pas, tout simplement. Et donc c'est très important pour vous avant le mariage de faire votre électrophorèse de l'hémoglobine et de faire l'électrophorèse de votre femme ou de votre conjoint, tout simplement. Parce que connaître son statut est très important pour le mariage. Lorsque par exemple je suis AS, par exemple, je suis un très drépanocytaire, c'est pas bon d'aller épouser quelqu'un qui est drépanocytaire SS tout simplement. Ou bien épouser une personne qui est AS, c'est s'assurer à 50% que j'aurai un enfant qui sera drépanocytaire, et c'est un poids lourd pour nous sur le côté financier, sur le côté mental et sur beaucoup de plans. Et c'est très important, ce simple geste là, d'aller au laboratoire, faire une prise de sang et faire l'électrophorèse de l'hémoglobine avant de penser à s'unir. C'est très important pour vous et pour vos enfants. Donc c'est mon conseil pour vous aujourd'hui, ce 19 juin, car c'est une journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et donc nous sommes censés vous donner, de vous sensibiliser sur cette maladie, car c'est une maladie qui fait très mal, s'il vous plaît. C'est une maladie qui fait très mal. Les crises font mal, les crises sont douloureuses, et évitez ça à vos enfants en faisant ce geste simple d'aller faire l'analyse avant de vous marier. Voilà. Maintenant, comme on a dit, lorsque vous êtes déjà dépisté, vous avez la drépanocytose, évitez de vous marier avec des gens qui ont déjà la drépanocytose. C'est aussi quelque chose de très important à savoir. Et comme je l'ai donné les conseils, donc les prédispositions que vous devez avoir pour ne pas faire amener donc les crises sont très importantes à noter. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos sorties. Alors, à bientôt. Ciao.